Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour suivre ce 19-20 régional. Au sommaire ce soir, il tourne depuis 10h ce matin sur la Seine. 32 bateaux ont pris le départ des 24 heures motonautiques de Rouen. Nous ferons un point sur la course en début de journal. Et puis, ça va swinguer dès ce soir à Coutances dans la Manche. Les premiers concerts du festival Jazz sous les pommiers ont lieu tout à l'heure. Nous vous offrirons un petit aperçu de cette 35e édition. Mais on commence par cet accident grave qui a eu lieu à 12h45 tout à l'heure à Eu. Il implique 6 jeunes âgés de 19 à 25 ans. Ils étaient tous dans un véhicule 5 places qui roulait à vive allure. Il a percuté un muret, puis une voiture en stationnement. Une personne a été éjectée. Les 5 autres ont dû être désincarcérés par les pompiers. Aucun des occupants ne portait a priori sa ceinture de sécurité et tous étaient alcoolisés. Le bilan est de 3 blessés graves dont les pronostics vitaux sont engagés et 3 blessés plus légers. Je vous le disais dans les titres, cela fait déjà plus de 9 heures que les 32 bateaux de course foncent sur la Seine. L'édition 2016 des 24 heures motonautiques tient ses promesses. En tête pour le moment des équipages étrangers. François Verly, vous êtes au pied de la course. Bonsoir. La surprise de cette 53e édition vient des catégories intermédiaires, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai. Écoutez, il y a quelques enseignements à tirer de ces premières heures de course. Ça a commencé par le bon comportement des bateaux de catégorie S2, réputés moins rapides que les S1 et pourtant qui font la course en tête depuis ce matin. Et puis, depuis ce matin, on a eu droit aussi à quelques avaries et même quelques abandons. Bref, cette 53e édition tient vraiment toutes ses promesses. On voit tout cela en images. Des gerbes d'écume et un vacarme assourdissant. Le départ des 24 heures est un spectacle à lui tout seul et une affaire de spécialiste. Franck Revers, numéro 5, jaillit tel un diable de sa boîte pour signer le premier tour le plus rapide, son 5e all shot ici, en 31 participations. Je m'étais mis sur la gauche, essayant de voir, parce qu'il y avait de très bons bateaux de chaque côté. Et ce all shot, oui, je voulais le faire, ça faisait très longtemps. Et à la Bois du Haut, je me suis retrouvé premier, et puis après dans la ligne droite, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche jusqu'au bout, quoi. Et puis il y a aussi les mauvais départs. Scénario catastrophe pour le 99 qui enfourne après quelques mètres de course. Le nez dans l'eau, c'est la hantise de n'importe quel team, avec du travail en perspective dans les paddocks et une belle frayeur pour les pilotes. Quand on enfourne, la scène n'est pas claire, alors on ne sait pas trop comment on est, si on est à l'endroit ou à l'envers. Ça dure pas longtemps, mais quand on voit le jour, on est content, quoi. Retour au stand après moins de 5 heures de course pour le team Nolay et fin de l'aventure pour l'un des favoris. Les mécanos ne peuvent que constater les dégâts. Et pendant ce temps-là, le New Star One et le team Abu Dhabi font la course en tête. Il va falloir compter sur les S2 durant ces 24 heures. Actuellement, c'est sûr, on est dans les équipes de tête. Certes, on a moins de puissance, mais on utilise aussi moins d'essence. Et comme c'est une course longue, notre moteur est moins mis à contribution, donc on peut le pousser à fond. Avantage au S2, mais gare à la casse, car les 24 heures sont une course d'endurance. Voilà ce qu'il fallait savoir sur ces 9 premières heures de course. Alors on est ravis d'accueillir celui qui incarne si bien le motonautisme, Philippe Chiappe, double champion du monde F1 de vitesse et puis triple fois vainqueur ici à Rouen. Philippe, bonsoir. Vous serez d'accord pour dire qu'entre les S2 et les S1, ça s'équilibre de plus en plus ? Oui, on a même peur qu'ils soient meilleurs que nous maintenant. Oui, non, ils roulent très très fort, ils ont progressé, ils ont travaillé sur tous les domaines où ils peuvent être un peu plus rapides que nous, sur le ravitaillement, sur les changements de pilote, ils ont travaillé beaucoup aussi. Donc aujourd'hui, ce sont des vrais compétiteurs et en plus, ils savent faire. Ouais, c'est sur ce type de bateau où il y a le plus d'évolution technologique ? Oui, ils ont vraiment travaillé. Bon, ils ont de gros moyens, ce sont des grosses écuries, donc ils ont appris sur les 2 premières années et ils ont fait des petits changements de pilote et tout pour récupérer aussi un petit peu de performance. Et aujourd'hui, ils nous tiennent la dragée haute et c'est difficile pour nous. On rappelle que vous êtes pilote de S1, hein, la catégorie la plus rapide, ou soi-disant la plus rapide. Alors un point sur la course, Philippe, avec votre équipage Team China. Ça s'est pas très bien passé ce matin, avec notamment une hélice de cassé, évidemment. Ça vous a handicapé pour la suite de la course. Oui, en fait, on est très bien parti. Peter a fait un très bon départ. Il cherchait pas forcément à faire le shot, mais bien se placer. Il était en tête de la course au bout de 2 tours. Et il a pris au 3e tour une épave et une pale d'hélice était complètement détruite. Le temps de remonter, de changer l'hélice, on a perdu 14 tours, je crois, à peu près. Et là, depuis ce matin, on chasse ces tours. On est remonté un petit peu, mais il y en a encore à les gagner parce que devant, ça va très vite. Alors vous chassez, vous êtes 4e, je crois, au scratch. Est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que la victoire est encore envisageable, très honnêtement ? Ah, nous, on y croit fort, oui. Là, j'ai Peter qui est dedans, il tape dedans vraiment. Ça fait depuis 5 relais, on est à fond.
Donc pour l'instant, on ne calcule pas, on met tout ce qu'on a à mettre. Et sur le papier, c'est encore jouable. Notre problème, c'est l'autonomie. Ils ont une meilleure autonomie que nous. On ravitaille plus souvent qu'eux. Donc il y a un vrai problème de stratégie. Et là, on est content, il y a un peu moins de barges, parce qu'on a eu un petit peu de péniche quand même. C'est toujours désagréable, ça perturbe la stratégie. Et là, ça roule. Donc maintenant, on est en train de vraiment essayer de grignoter toutes les secondes qui sont possibles. Philippe, votre autre casquette, c'est la F1 de vitesse. Et vous avez fait ce qu'il fallait pour assurer la promotion de ces 24 heures, en quelque sorte. Parce qu'on trouve ici plusieurs pilotes de F1, un peu grâce à vous, quoi. J'espère que c'est grâce à moi. En attendant, l'organisation m'avait demandé depuis 3 ans d'être l'ambassadeur. J'ai poussé tout ce que je pouvais pour qu'ils viennent. Bon, en plus, c'est mes collègues, on se connaît depuis tellement d'années. J'aurais dit, venez voir cette course à Rouen, elle est fabuleuse, c'est incroyable. Vous avez jamais connu ça, venez, vous avez roulé de nuit, vous ne connaissez pas ça non plus. Et on a invité Carella il y a 3 ans, et voilà, maintenant c'est en train de porter ses fruits. Les 3 meilleurs mondiaux sont là, avec les meilleures écuries. Je suis vraiment fan, et ça parle anglais sur le parc à bateau, il y a des années qu'on avait connu ça. Et sur l'eau, je pense que c'est un très beau spectacle. Voilà, vous avez musclé la concurrence, et ça veut dire que vous êtes un vrai compétiteur. Merci beaucoup, on croise les doigts pour la suite de la course pour vous, hein, bien sûr. Voilà, donc cette course des 24 heures va se poursuivre jusqu'à 1h du matin, cette ronde infernale autour de l'île Lacroix, et puis reprise de la course demain matin à partir de 8h avec une arrivée programmée à 17h. On en salive d'avance. Merci François, on fera évidemment un nouveau point demain dans le journal de midi. Du sport sur terre maintenant et le match de Ligue 1 Caen-Bastia qui a commencé il y a quelques minutes au Stade Malherbe. Pour l'instant le score est nul, 0-0. Les Canets qui restent sur 4 matchs sans victoire sont pour l'instant 9e et espèrent terminer leur saison dans la première partie du tableau. Et puis de la Ligue 2 hier soir, après une mauvaise série de matchs, Le Hack est venu à bout de Nîmes au Stade Océane. Les Ciels et Marines n'ont laissé aucune chance aux Crocodiles qui ont terminé leur match à 10. Score final 3-1. Le Havre est 4e au classement avec 59 points. Il est au coude à coude avec Metz, les Mosellans qui rencontrent Dijon demain à 14h. Et puis en national, Avranches et Strasbourg se sont quittés sur un match nul. Un pénalty manqué et une barre. Les Alsaciens ont pourtant eu quelques belles occasions. Score final 0-0, un miracle qui permet aux Avranchinais de prendre un bon point et de croire encore au maintien. Ils sont 13e au classement. Direction maintenant le cœur du Pays d'Auge. À Cambremer, la commune accueillait son célèbre festival des AOC, les appellations d'origine contrôlée. Elles sont 13 en Normandie. 22e édition et l'événement a toujours autant de succès auprès des consommateurs en quête de produits du terroir et de qualité. Reportage de Thierry Cléon avec Morgane Tréguet. Tout amateur de bonne chair le sait bien. Il faut souvent du flair ou un bon pif pour dénicher la bonne affaire sur les étals. Oignons, fromage, saucisson, mais encore calva, poiré, cidre, pour ne citer que, des mots qui font saliver les papilles, des mets d'ici et d'ailleurs également reconnaissables entre tous pour leur qualité. AB, AOC, IGP, STG, quelques lettres signifiantes de l'alphabet culinaire. Sur nos marchés, tout est histoire de labels, d'appellations ou d'indications, à tel point qu'il arrive parfois au consommateur d'y perdre son latin. 4 signes de qualité, les appellations d'origine, contrôlé ou protégé. Contrôlé, c'est le nom national en France. Protégé, c'est la même chose, mais dans le nom européen. Donc il s'agit du même signe de qualité. Les indications géographiques protégées, là on provient d'un territoire, d'un grand territoire, le Languedoc-Roussillon, la Normandie, la Bretagne. Le label agriculture biologique, c'est sur les conditions de production. Et le label rouge qui, lui, définit non pas l'origine, mais définit une qualité supérieure par rapport à une qualité de base d'un produit agricole ou agroalimentaire. Voilà qui est plus clair. Reste désormais au consommateur à trancher, à l'heure où tout est bio, AB, AOC ou pas. J'ai peut-être plus confiance quelque chose d'une appellation AOC qui est peut-être contrôlée, voilà, c'est contrôlé. Bio, c'est pas vraiment contrôlé. C'est contrôlé par le producteur. Quand on voit le producteur, on parle avec le producteur. Que ce soit AOP, AOC, bon, on n'y fait pas trop attention. Dans les supermarchés, par contre, on fait peut-être un peu plus attention. On n'est pas... Moi, je ne suis pas très bio. Moi, je préfère le bio, mais encore mieux le bio AOC, non? Parce que j'ai vu aussi le cidre AOC bio, c'est encore mieux, je pense. En résumé, et vous l'aurez compris, la bonne bouffe reste à jamais une histoire de goût et de couleur. Et du Calvados, on passe dans la Manche où les pommiers et les Normands vont danser sans doute pendant 8 jours. Le festival Jazz sous les pommiers ouvre ce soir à Coutances, une 35e édition qui pourrait battre le record de l'an passé. Près de 40 000 spectateurs étaient venus découvrir ces artistes du monde entier. Sylvain Rouil, vous êtes presque sous les pommiers, pas tout à fait. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir. Cette année, le programme est très séduisant et on retrouvera entre autres une musicienne française qui est aussi la marraine du festival cette année. Oui, effectivement, il s'agit d'Erel Besson. Elle est en résidence ici à Coutances et elle a composé spécialement pour l'ouverture de cette 35e édition une œuvre symphonique qu'elle dédie à l'une des grandes voix d'Asie, une grande voix coréenne. Elle s'appelle Yoo Sun-na. Elle sera là ce soir, salle Marcel Elie, et elle va donc interpréter cette création spécialement conçue pour elle, accompagnée par l'Orchestre régional de Normandie. Nous avons pu assister aux répétitions, c'était à Mondeville, et c'est un reportage de Jean-Baptiste Patier avec Jean-Michel Guillot. Le rêve de la trompettiste Erel Besson devenu réalité. Se produire avec la chanteuse coréenne Yoo Sun-na. Je me sens très très privilégiée, c'est un grand honneur que Yoon nous a fait, c'est un grand cadeau de partager la scène et d'être à côté de Yoon et de sentir ses ondes, ses vibrations et son aura, en fait, tout ce qu'elle dégage. En ce 130e anniversaire des relations franco-coréennes, les talents de ce pays d'Asie sont à l'honneur à Coutances. Dans cette création, parmi les compositions de l'artiste en résidence Erel Besson, Coréa. En fait, ce qu'elle écrit, c'est très lyrique. Même s'il n'y a pas de paroles, des fois, je peux sentir l'émotion. Et c'est une grande trompettiste en même temps, une grande compositrice. J'ai réellement écrit pour Yoon. J'avais vraiment son son dans la tête, sa tessiture que je connais presque par cœur, parce que j'ai relevé. J'ai beaucoup relevé même les solos qu'elle faisait pour savoir jusqu'où je pouvais aller en haut, mais elle est incroyable. Pour cette première, ces deux références du jazz rencontrent l'Orchestre régional de Normandie, un temps fort pour tous les musiciens. C'est le summum du projet, c'est qu'en plus, c'est pas avec n'importe qui. C'est juste, voilà, c'est de l'excellence avec un grand E. Échange, partage, voyage. Cette création incarne l'esprit du festival. Ces prochains jours, Coutances sera une fois de plus un lieu d'ouverture où la musique ne connaît aucune frontière. Voilà, je suis maintenant entouré par Habib Kouaté, bonsoir. Eric Bibb, merci d'être avec nous. On l'a vu tout à l'heure, il y a tous les pays qui sont représentés durant ce festival, notamment la Corée, puisque c'est l'année de la Corée en France. Il y a 6 groupes coréens qui joueront durant cette 35e édition. Alors vous êtes d'origine d'Afrique, du Mali, vous êtes l'une des grandes voix d'Afrique. Et je crois que votre musique, c'est aussi une façon pour vous de faire passer un héritage. Oui, je suis de la famille griot. La musique pour moi, pour un enfant d'une famille griot, de Kouaté, la musique c'est comme un héritage parce que ça vient de l'ancêtre, au grand-père, au père et les mamans. Donc je suis d'une famille de musiciens et puis avec mon rôle de griot, de transmettre le message. Parce que je connais l'arbre généalogique des noms de famille, je sais qui vient d'où. Et donc vous êtes capable de transmettre tout cet héritage via les griots, ces bardes qu'on retrouve en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et vous avez ensemble monté un projet qui s'appelle Brothers in Bamako. Vous allez l'interpréter ce soir. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Even if you don't stay long, if you don't stay long, I'm praying, come back here. Even if you don't stay long. Alors Eric Bibb, je vais parler en anglais avec vous. Your music are different, but it works. Vos musiques sont différentes, mais ça fonctionne réellement. Yes, it works because we are really brothers. Vraiment. Parce que vous êtes des frères. Yes. And the music that we play is a big family music. C'est une musique familiale. Yes, my music is familiar to Habib and Habib's music is familiar to me.
C'est-à-dire que votre musique, celle qui vient des États-Unis, elle est familière pour lui et c'est pareil pour vous, vous confirmez? Oui, parce que la première fois que j'ai connu Eric au Canada, pendant un concert, j'étais dans les coulisses. Il était sur scène et j'ai entendu son son de guitare. Et ça vous a parlé? Oui, ça m'a parlé. C'était des sons qui ressemblaient beaucoup à des musiques mondaines. On va pouvoir vous écouter ce soir parce qu'il reste de la place ce soir, le salle Marcel Elie. C'est à vous. Merci, on vous retrouve demain midi pour de nouvelles infos sur ce festival. Avec plaisir, Sylvain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sonic, Mario Bros, Pac-Man, ces héros de jeux vidéo des années 70 à 90 font toujours rêver. Des nostalgiques de vieilles consoles de jeux organisent ce week-end le Pixel Fest à Gagny dans l'Eure. Une plongée en enfance pour les visiteurs, mais aussi un peu peut-être pour Raphaël D avec Hervé Colosio. Ambiance vintage dans la salle des fêtes. 30 téléviseurs cathodiques sont installés avec des vieilles consoles de jeux vidéo datant des années 70, 80 et 90. Passionnés, Anthony et Charlie collectionnent depuis leur jeune âge des appareils de première génération. Graphiquement, c'était quelque chose d'autre. Il y avait une certaine magie, une aventure à faire qui était peut-être plus enfantin qu'aujourd'hui et moins complexe, beaucoup plus accessible au grand public. Et les petits pouvaient jouer et terminer un jeu sans trop de problèmes. Par exemple, un simple Mario, on était sur de la plateforme, on allait d'un point A à un point B. Sur les jeux d'aujourd'hui, on doit évoluer dans un univers qui est beaucoup plus compliqué. Le festival attire un public intergénérationnel. On vient en famille pour faire découvrir à ses enfants l'univers de jeux vidéo rétro. On retrouve sur des vieux jeux un intérêt tout aussi prégnant, donc ça c'est intéressant. Et puis ça me permet d'initier effectivement mes enfants à cette culture. Les accros nostalgiques peuvent jouer à nouveau aux consoles cultes comme Nintendo, Sega Mega Drive et PlayStation notamment. L'occasion de tester ces vieux réflexes de joueurs, mais tous ces appareils sortis du placard sont des objets qui ont pris de l'âge. Les consoles qui datent avant des années 80, il fallait les faire marcher avec prise d'antenne. Et là, celle-ci, très compliquée à faire fonctionner, donc on a un peu de mal, on essaie de trouver des astuces. Mais bon, sinon en général, on n'a pas trop de soucis, à part les télés qui ont vécu donc, et qui craquent. 250 personnes sont attendues à cette deuxième édition du festival de jeux vidéo rétro. Qui de plus normand que Bourvil pour la réouverture du musée du cinéma et de la photographie de Bueil. L'inoubliable acteur fait l'objet avec d'autres comédiens normands d'une exposition dans le lieu. Visite guidée avec Frédéric Lafont et Éric Lambert. Le musée du cinéma de Bueil rend un bel hommage à Bourvil. Né en 1917 en Seine-Maritime, cet acteur a tourné dans plus de 60 films. L'association des amis de Jean Delannoy anime ce musée. Bel exploit aussi. Elle a travaillé tout l'hiver pour rappeler ce qui faisait de Bourvil un acteur et un homme unique. Sa grande tendresse, sa joie de vivre, son rire bien sûr qui est proverbial et surtout sa grande générosité. C'était un merveilleux comédien et il a sa place dans les très grands. De fruits, joli. Les amis de Jean Delannoy ont rassemblé des affiches de films, des photos, des documents liés aux différents tournages où Bourvil jouait aux côtés d'autres monstres sacrés du cinéma. Louis de Funès, Jean Marais, Jean Gabin, Lino Ventura ou encore Fernandel. Tous ceux qui assistaient au vernissage avaient un souvenir précis de ce qu'ils aimaient chez Bourvil. Il était la bonté même, il était le sourire. Celui que j'ai toujours rêvé avoir. Je ne sais pas si je l'ai moi, justement, ce sourire-là, tel Bourvil. Il est devenu une grande star, mais il a su aussi rester humble et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que Bourvil, on pouvait lui taper sur l'épaule et lui dire « Bonjour Bourvil », et il était toujours accessible malgré que c'était une grande star. Le musée consacre aussi une belle partie de l'exposition à tous les acteurs normands. Karine Viard, Philippe Torreton ou encore Olivier Saladin. Pour beaucoup, un regret, Bourvil nous a quittés beaucoup trop tôt, en 1970. Mais malgré cela, celui qui était aussi chanteur continue à provoquer rires et émotions. Saint-Germain-du-Corbéis est avec Le Havre la dernière commune normande à perpétuer une tradition, celle du Corso Fleuri. Les chars défileront le 22 mai prochain pour la 25e fois dans cette petite ville de l'Orne. Le temps est en ce moment évidemment aux préparatifs. Damien Mignot avec Nicolas Corbar. Répétition générale pour le Corso Fleuri.
Au total, ce seront 9 chars qui défileront dans les rues de Saint-Germain-du-Corbéis. Depuis novembre dernier, il a fallu dessiner les modèles, fabriquer les supports, avant l'étape du grand fleurissement. Là, on est en train de sortir les chars pour faire les retouches de fleurs. Il y a toujours des petits trous et le papier crépon sèche. Au fur et à mesure qu'on colle, 2-3 jours après, on s'aperçoit qu'il y a des trous, des petits trous. Alors donc on les rebouche, on refait des fleurs et on rebouche les fleurs pour que ce soit nickel. Des fleurs en papier crépon fabriquées par ses petites mains et presque tous les jours. Pour ce 25e anniversaire du Corso Fleuri, ils en sont à 350 000 unités. C'est une passion. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir de l'espace. Parce que là, ça va, mais quand on a tous les cartons qui s'empilent... Beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Moi, je regarde la télé jusqu'à 11h en faisant des fleurs. Hein. Et ça devient une passion. Madeleine, l'une des plus anciennes bénévoles de l'association, a la responsabilité d'un char. Elle a choisi tout le décor de Casse-Noisette. Il y a longtemps que je voulais faire un écureuil. Et comme le président il voulait que je fasse un grand char, il a fallu